Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Histoire en série où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir à nouveau Isabelle Rachel Casta. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là avec nous pour présenter la série Fortitude. Vous avez déjà présenté deux autres séries dans Histoire en série. Vous êtes habitué du podcast et c'est à chaque fois un plaisir de vous recevoir. Alors pour celles et ceux qui ne vous auraient pas écouté précédemment, je vous représente. Vous êtes professeur émérite à l'Université d'Artois. Vous travaillez dans de nombreuses revues liées notamment à la fantaisie mais aussi à la littérature et vous avez participé au colloque que l'on a co-organisé justement il y a quelque temps avec Justine Breton et Viviane Berg de l'association Les Têtes Imaginaires, un colloque qui était justement consacré à la fantaisie et colloque que l'on va retrouver dans les jours et les semaines qui viennent, rediffusé sur le podcast Histoire en série et j'espère que ce colloque, ça sera le premier d'une longue série colloque que l'on avait fait en distanciel au début du mois de février. Alors on va rentrer tout de suite, si vous le voulez bien Isabelle, dans le vif du sujet, la série Fortitude. Est-ce que vous pourriez peut-être nous la présenter, nous en faire le pitch pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas? Absolument. Donc, Fortitude est une série anglaise aux 3 saisons réparties un peu étrangement, je vais y revenir, et due à Simon Donald. Excusez-moi pour ma prononciation, je prononce à la française. Donc, Simon Donald, qui est un producteur, scénariste et dramaturge anglais, qui est d'ailleurs presque davantage connu au début, en tout cas pour ses pièces de théâtre que pour ses séries et ses films, mais on connaît de lui quand même de Deep, par exemple, qui a eu beaucoup de succès dans le genre déjà un petit peu post-apocalyptique, catastrophique et monstre. Donc, cette série est coproduite par la chaîne anglaise Sky Atlantic, sur laquelle elle va passer d'ailleurs, et la chaîne américaine Pivo, qui va assurer la première saison, mais pour des raisons de management interne, qui ne sera pas présente pour la saison 2 et la saison 3. Donc, cette série va être diffusée de 2015 à 2018. Et lorsqu'elle arrive en France, c'est sur 2 supports, l'un payant, c'est-à-dire Canal+, et l'autre, ce sera Arte, mais en deuxième partie de soirée, ce qui nous amène à un constat immédiat, l'audience en restera confidentielle. On ne dépassera pas, j'avais noté, je pense que c'est quelque chose comme 149 000 téléspectateurs en moyenne sur les saisons, ce qui, bon, ce qui n'est pas bien sûr le triomphe de Game of Thrones, on a bien compris. Donc, cette série a pourtant un casting éblouissant, puisqu'on y retrouve les grands acteurs Stanley Tucci et surtout Michael Dormer, qui est très connu parce qu'il joue dans Game of Thrones, justement, et que très précisément, on retrouve aussi une autre actrice de Game of Thrones, à croire que le fait d'être tourné en Islande pour les 2 saisons a suscité des familles d'acteurs, puisque c'est Michel Ferlet qui, en saison 2, va avoir un rôle important. Michel Ferlet, on s'en souvient, c'est Lady Kathleen Stark, donc dans Game of Thrones. Et elle finit mal dans les 2 saisons. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais en tout cas, elle finit égorgée dans Game of Thrones et elle finit victime d'une sorte de sclérose en plaques foudroyante dans notre saison Fortitude. Alors, le titre
et celui signifie bien sûr en anglais courage, abnégation et grandeur d'âme. Et on peut presque dire qu'il est quelque peu apotropaïque, puisque ce qui va se passer dans la ville de Fortitude, car c'est dans la série le nom d'une ville, est tout sauf généreux et charitable. Les gens vont s'y déchirer, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'au fur et à mesure des saisons, le côté gore et trash va s'affirmer et va devenir tellement prégnant que les téléspectateurs en font d'ailleurs des commentaires parfois surpris, pour ne pas dire horrifiés. Et c'est en effet une série horrifique, voire cauchemardesque, qui se déroule sous nos yeux sur le fond de blancheur éblouissante du Svalbard, puisque tel est effectivement l'archipel de l'Arctique où se déroule notre série. Et si je donnais un titre à la série noire années 50-60, je dirais Sabard dans le Svalbard. Alors justement, Isabelle, par rapport à ce lieu de tournage, par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut qualifier finalement cette série de... Est-ce que c'est un nordique noir quelque part, comme de nombreux polars sont réalisés, que ce soit en Suède ou en Norvège aussi, ou en Islande, pourquoi pas? Ou alors finalement, est-ce que ça ne se rapprocherait pas plus précisément de Twin Peaks? Alors, il est évident que la question se pose d'ailleurs pour de nombreuses séries tournées en Norvège ou en Islande, et les rapprochements avec l'univers du Nordique noir qui est devenu énorme depuis quelques années nous amènent à penser à des séries effectivement comme George Scott, La forêt des disparus, Trapped, ou encore The Killing, puisque l'actrice principale, Sophie Grabel, vient de Fort Bridalson, c'est-à-dire titre à l'international de Killing. Donc, ce nordique noir qui se diffuse et je dirais d'une façon profuse justement depuis quelques années, se teinte ici je l'ai un petit peu évoqué dans la présentation, d'une atmosphère horrifique et étrange propre à David Lynch. Et on peut presque dire que c'est David Lynch qui est présent comme un fantôme à travers les trois saisons, en particulier la saison 2 et la saison 3, qui sont lynchiennes en diable, surtout par la présence d'un personnage fascinant et singulier, le shérif Dan Andersen, qui au fil des épisodes, d'un personnage d'abord on va dire assez utilitaire, le shérif de la petite ville de Fortitude où il ne se passe jamais rien d'après le pitch, et bien entendu tous les événements vont faire mentir cet adage, le lieu le plus sûr du monde, dit-on au début, qui va devenir l'opus horribilis très très rapidement. Donc la personne de Dan Andresen, son rôle est vraiment lynchien. Il va se révéler psychopathe, manipulateur, amoureux fou, parce que c'est aussi une série sur l'amour fou qui rend fou, j'ose cette redite. Et Twin Peaks est présent par de nombreux détails. D'abord la BO, la bande originale. On pense en de nombreux moments à Angelo Badalamenti et ces bruits acousmatiques, puisque la BO, la bande originale due au musicien Frost, Ben Frost, s'ouvre dès le générique par effectivement la chanson River Will Turn, chantée par la voix magnifique de Mariam Valentin, qui va donner déjà cette tonalité sombre, inquiétante, angoissante, et sur fond d'aiguilles de glace, se requifigurant constamment une sorte de kaléidoscope de cauchemar. Donc le personnage lynchien de Dan Andresen, le générique inquiétant, et puis la pancarte Welcome to Fortitude, qui nous évoque immédiatement le Welcome to Twin Peaks,
qui ouvre la série lynchienne. Beaucoup d'autres éléments nous font penser à Twin Peaks également. Je dirais tout simplement l'ambition de la gouverneure, qui s'appelle Hildur Odegaard, incarnée par Sophie Gravel. Je l'ai dit, j'aurais dit, tout droit débarqué de The Killing, et qui veut absolument construire un hôtel, son Glacier Hotel, son hôtel des glaces, à même le glacier, donc creusé, bouleversé, amener une excavatrice gigantesque, pour, j'ai presque envie de dire, démolir un peu plus l'Arctique qui n'en a vraiment pas besoin. Donc, cette initiative malheureuse va traverser toute la série, exactement comme le projet de Ben Horn dans Twin Peaks traverse aussi la série à travers ce projet je me souviens, le Grand Northern Hotel, le grand hôtel du Nord, qui n'aura jamais, bien sûr, d'effectuation. Donc, on peut dire que Twin Peaks est présent par le son, je l'ai dit, les, les synthétiseurs inquiétants et bourdonnants, on va comprendre pourquoi, de Ben Frost, mais aussi les personnages torturés et tortueux, en particulier ce fameux shérif qui prend de plus en plus d'importance et qui devient à la fin une forme de dieu du mal, presque immortel d'ailleurs. Ce projet pharaonique et fou, qui jamais ne verra bien sûr le jour, d'un gigantesque complexe hôtelier creusé à même la glace, et que la gouverneure Hildur voudrait porter parce que la mine qui donnait du travail aux gens est en train de fermer, et elle voudrait remplacer la mine qui ferme par l'hôtel qui ouvre, si vous voulez. Donc, un projet proche de Twin Peaks, qui n'en a pas, bien sûr, qui n'en a pas eu l'audience en tout cas, mais qui mérite de forts commentaires et qui mérite d'être scruté et analysé, parce que je pense que c'est l'une des séries les plus interrogeantes, les plus mystérieuses, les plus énigmatiques de ces 10 dernières années, même si elle suscite aussi beaucoup de réserves et beaucoup de commentaires, sinon critiques, du moins stupéfaits, parce que la cascade de violence qui va se succéder est encore une fois proprement sidérante. Alors justement, Isabelle, c'est peut-être le moment d'évoquer ça. Vous l'avez dit en préparant l'émission, vous avez comparé la surface et la profondeur. Alors c'est cette idée d'une ville où finalement rien ne se passe et puis tout d'un coup le passé ressurgit. Et vous l'avez dit, là, cette résurgence du passé, elle vient véritablement sauter à la figure de tous les protagonistes et c'est pas beau du tout à voir presque. Alors, c'est une vieille au sens de l'ancienne, c'est une très ancienne thématique de la science-fiction française et étrangère, puisque cette hantise de ce que l'on va trouver en violant les profondeurs, parce qu'on en est là vraiment, l'excavatrice est un énorme phallus, si on peut dire, qui s'enfonce dans les tréfonds du sol glacé, et il ne peut n'en sortir que des monstres ou des monstruosités. Donc, la surface, cette blancheur quasiment virginale et aveuglante de l'Arctique, puisque nous sommes quand même dans une ville imaginaire, mais nous sommes bel et bien dans l'archipel du Svalbard et dans les petites cités les plus septentrionales qui se puissent, où les neiges éternelles maintiennent une forme de vie quasiment lyophilisée, je vais dire. Eh bien, il ne faut pas trop creuser dans tous les sens du terme, parce que on ouvre la brèche aux monstres, comme on peut dire. Et deux écrivains en ont déjà parlé, dont s'inspire Simon Donald, de façon ouverte. C'est notre Jules Verne, et c'est aussi le grand Lovecraft. Chaque fois qu'une profondeur s'ouvre et qu'une béance se crée, ce qui en sort est toujours inquiétant. Et on peut en faire, bien sûr, une lecture psychanalytique, retourner dans le passé
n'est pas forcément aisée parce qu'on va y côtoyer des monstres, peut-être soi-même d'ailleurs, hein, en très grande partie. Donc, ces profondeurs glacées qui vont être violées, elles le sont de plusieurs façons. Elles le sont d'abord par le réchauffement, qui, en faisant fondre les glaces et les neiges, dégage des éléments qui n'auraient jamais dû venir au jour. Et tout tourne autour de cela, puisque lorsque la série commence, au premier épisode, on trouve une carcasse de mammouth qui commence à émerger, parce que dissimulée qu'elle était dans les glaces, hein, du Svalbard, elle commence à être, bien, à être visible et à être même sensible au sens où on va pouvoir la toucher. Et là commence le très grand malheur de Fortitude. Tout ce qui était enfoui, tout ce qui était caché, tout ce qui était invisible aux yeux et donc à l'appétit de lucre, parce que tout va tourner autour de cela, tout est à vendre, donc tout va être proposé, si je puis dire, dans une sorte de folie capitaliste à la vénalité des hommes, et c'est cela qui va entraîner l'effondrement total. Donc, cette, bon, ce désir de rentabiliser le sous-sol va amener une série de catastrophes épouvantables. Et c'est aussi dans un trou que tombe pendant la saison 2 Hildur Odegaard, poussé par celui qui l'a remplacé dans le rôle de gouverneur. Euh, Chaque fois qu'elle fait quelque chose de mal, elle est récompensée, et chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien, elle est punie. Donc déjà, là aussi, c'est très lynchien d'une certaine façon, puisque elle a été déposée de sa fonction de gouverneur parce qu'elle a autorisé les pêcheurs à accéder au fioul. Oslo le lui a interdit parce qu'il y a une surpêche. Bon, vous allez me dire, bah justement, la surpêche, c'est mauvais. Oui, mais elle, en tant que gouverneur et voyant ces hommes qui n'ont plus de quoi, à la limite, nourrir leur famille, autorise l'accès au fuel, c'est-à-dire, bien sûr, au carburant pour les bateaux, et elle est immédiatement dénoncée et déposée parce que Oslo n'aime pas beaucoup qu'on se moque de ses ordres et de ses directives. Donc, elle est déposée par un affreux qui s'appelle Erling Munch, hein, et qui va, sur le point d'être dénoncé parce qu'il commet des forfaitures énormes, la balancer dans un tunnel de glace qui la précipite dans la mort. Et nous avons aussi ce phénomène propre à la série de faire mourir ceux que l'on pense être les héros. Dans la saison 1, c'est le flic venu d'Angleterre pour enquêter sur un crime dont je parlerai, qui se fait descendre de la façon la plus absurde qui soit par quelqu'un qui a décidé de se suicider sur le glacier, qui est parti mourir sur le glacier, Henry Morton, et qui, le voyant débarquer, a peur qu'on l'empêche de se tuer et qui tue ce flic très sympathique au demeurant, lequel saigne à mort avant que n'arrive le shérif Dan Andresson, dont nous comprenons, mais lui ne le saura pas, qu'il est le fils de Henry par des biais multiples. Donc, on le voit, la surface contaminée par les profondeurs du sol peu à peu s'effondre. Et on a envie de dire que la mince surface de civilisation contaminée par les démons intérieurs de chaque personnage s'effondre aussi. Donc nous assistons à un double surgissement des monstres. Monstruosité dissimulée dans le permafrost, dont la fonte révèle les contours et libère du fluide toxique, car il va quand même falloir y venir, et effondrement aussi de la mince pellicule de morale, d'éthique et de bonne entente, hein, qui nappe de son sucre glace du début les relations humaines dans Fortitude, et qui, au fil des passions déchaînées, et au fil des appétits, surtout sexuels, se délite complètement et alors libère les pires déviations, les pires dépravations
tout ce qui monte des profondeurs est décidément très inquiétant et ne peut pas être jugulé, puisque chaque fois qu'on libère une monstruosité, elle se venge, la nature se venge en faisant de cette carcasse de mammouth l'objet maudit, le totem de mort et de pourriture. On est presque dans le roman de Golding, Sa Majesté des mouches, où une tête de cochon plantée sur un piquet est entourée de mouches. Ici, c'est une carcasse de mammouth qui n'aurait jamais dû voir le jour, qui est entraînée par deux pieds nickelés, bon, plein de désir de vendre des morceaux de ce mammouth pour se faire un peu d'argent. Elle est mise dans une remise et là, elle va pourrir, se décomposer alors qu'elle était maintenue dans un état bien de gel, donc d'immobilité, si je puis dire, toxique. Et à partir de ce moment-là, tous les germes qui étaient endormis dans cette carcasse de glace vont se révéler et se réveiller et entrer dans le corps des habitants et les transformer soit en cadavres, soit en monstres. Il ne fallait pas violer les profondeurs. Il ne peut en sortir que les dieux endormis du mal, de la décomposition et de la pourriture. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si l'objet, enfin l'angle aveugle de la première saison, c'est un viol. On viole les femmes comme on viole la terre, comme on viole la glace qui n'aurait jamais dû fondre. Et c'est le viol d'une jeune servante espagnole, enfin, serveuse, pardon, servante, un côté un peu archaïque, la Spanish Girl, comme on l'appelle, Elena, qui va déclencher toute une série d'assassinats en cascade. Et cette jeune femme représente la tentation sexuelle de tous les mâles présents à Fortitude. C'est peut-être pas par hasard qu'elle est espagnole. Autrement dit, elle vient d'une région torride, chaude, et elle arrive comme une tentation permanente au cœur de ce monde froid et glacé, et elle va déchaîner les passions. Voilà, les profondeurs s'entr'ouvrent, les entrailles de la terre libèrent les vapeurs toxiques de la monstruosité, et c'est parti pour des enchaînements d'horreur et de crimes. Isabelle, si on vous suit finalement, Fortitude, est-ce que c'est une série gore? Oui. Oh que combien, oh que oui, puisque à partir du moment où on comprend ce qui s'est passé pendant l'incipit, pardon, c'est-à-dire pendant le tout début, le tout début s'ouvre, le pré-générique, si vous voulez, sur des images incompréhensibles. En particulier, on voit le vieux Henry Tyson, celui qui décide de mourir plus tard et qui abat le flic, hein, je vous l'ai dit, qu'il est, croit-il, empêché de se suicider, c'était pas ça du tout, tire sur ce qu'il croit être un homme dévoré par un ours. Bon, c'est pas sympathique, vous allez me dire, mais oui, oui, l'ours le met en pièces, hein. Les ours blancs meurent de faim, se contaminent les uns les autres, j'y viendrai. Et donc, trouvant un homme, on se demande franchement ce qu'il fait là d'ailleurs, et on le comprendra sur la banquise, il le met en pièces. C'est ce que croit voir Henry Tyson, qui ajuste son fusil, qui tire un peu au jugé, qui pense qu'il a tué l'homme, mais lequel était déjà en morceaux d'ailleurs, et pas tellement l'ours. Et il voit, il se demande ce qu'il fait là aussi, le shérif Dan Andresen, qui lui dit partez, partez Henry, je m'occupe de tout. Alors on peut un petit peu se demander ce qu'il faisait là d'ailleurs, et on le comprendra bien après. Autrement dit, cette première image incompréhensible, cette scène dont nous n'avons pas les clés de lecture, elle est le résultat, mais comme ça commence, on ne sait pas que c'est un résultat, on croit que c'est une cause, c'est le résultat d'une tragédie qui s'est déroulée quelques heures avant dans la chambre de ce client mis en pièces, hein, de ce savant qui s'appelle Billy Pettigrew, et qui a tout simplement fait venir la jeune serveuse Elena dans sa chambre et qui l'a proprement violée. Elle a réussi à appeler Dan au secours,
et Dan qui est fou amoureux d'elle depuis la première minute où elle s'est présentée à lui pour demander eh bien l'autorisation de résidence et l'autorisation de travail, parce qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir de travail à Fortitude. C'est une des raisons qui font que tout le monde est généralement au calme, parce que tout le monde travaille et tout le monde a un toit sur la tête, et il n'y a pas donc de raison de se cambrioler ou de s'assassiner. Enfin, les raisons vont arriver. Et lui, il a trouvé, elle a réussi à l'appeler au secours. Il est arrivé, et qu'est-ce qu'il voit? Elle, enchaînée au lit et visiblement violée, et le violeur, qui s'est pris quand même un couteau dans le dos, mais que ça n'a pas retenu dans son élan sexuel prédateur, recroquevillé de l'autre côté de la chambre, et tous deux ont saigné, bien sûr, sur le plancher, ce qui attirera l'attention plus tard de notre flic britannique venu enquêter, et il se jette sur le gars et l'emmène en chemise. C'est ça qui attire quand même l'attention, parce que il l'amène en chemise sur le glacier, sur la banquise, il l'attache, et là vous comprenez pourquoi Henry Tison, qui est photographe, prend toute sa, si vous voulez, toute sa valeur, parce qu'il a photographié il n'a pas vu ce qu'il a photographié, mais en fait il a photographié en gros plan la main attachée à un pylône de Billy Pettigrew, le violeur, et tout simplement l'autre le condamne, Dan Anderson, le shérif, le condamne à la mort horrible d'être déchiqueté vivant par l'ours polaire qui arrive immédiatement attiré par le sang qui se répand des blessures de Billy et qui en fait son petit casse-croûte. C'est la, comme on dit, c'est la chaîne alimentaire, les super prédateurs que sont les humains et les ours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas normalement dans leur chaîne alimentaire d'ennemis, eh bien, se rencontrent là et l'un dévore l'autre. Donc, on comprend que ce qui nous semblait être un accident de la vie sur le glacier du Svalbard, mauvaise rencontre, rencontre fatale entre un homme bizarrement sans armes, alors qu'on n'a pas le droit d'être sur le glacier sans armes, et bizarrement en chemise, ce qui quand même est curieux, par des températures de -30, je le reprécise. Et cette scène incompréhensible pour nous, eh bien, trouve tout son sens quand la série gore et trash se dévoile et dévoile ses arcanes quand nous entrons dans la profondeur de cette série et que d'un seul coup, nous comprenons vraiment ce que nous avons vu, c'est-à-dire non pas un terrible et tragique accident, mais une mise à mort, une vengeance de Dan qui aurait peut-être souhaité imaginer être à la place de ce Billy Pettigrew épouvantable, mais qui le condamne à une mort terrible, ce qui nous laisse penser que déjà Dan n'est pas le gentil shérif souriant que nous pensions rencontrer. Donc, à partir de là, ce ne seront que émasculation, auto-émasculation, saison 2, ce qui arrive le moment des chamans. Alors là, c'est terrible. Bon, les chamans qui se battent entre eux, l'un arrache la langue de l'autre, tout cela toujours en gros plan. Donc, c'est rigore aussi par l'infestation des larves de guêpes préhistoriques qui s'échappent de la carcasse, qui contaminent une jeune fille qui s'appelle Shirley Allardyce, fille de médecin. Le médecin, le grand médecin Allardyce, enfin, c'est une femme de Fortitude, et qui se lève de son lit. Alors là, on s'accroche tous, euh, où elle reposait parce qu'elle est aussi la proie sexuelle de ce qu'on appelle un nourrisseur. C'est vraiment complexe. Et donc, elle est gavée de nourriture en permanence. Et elle se lève de son lit, dont elle ne se levait plus, et elle s'approche de sa mère, elle l'assomme, et elle ouvre sa cage thoracique à grands coups de fourchette, réitérant, et elle vomit dans le corps de sa mère ouvert. Elle vomit une forme de fluide transparent, plein d'œufs de guêpe, et ça nous ne le savons pas encore, et elle s'en va mourir en chemise de nuit dans la neige jusqu'au supermarché voisin où visiblement elle est prise d'une crise cardiaque euh, et elle meurt parmi les produits qu'elle a essayé de manger.
Donc la scène où elle ouvre sa mère et où elle vomit dans le corps de sa mère, je peux vous dire que ça marque, on reste sidéré. Surtout que juste avant, on avait assisté à une scène encore plus gore que gore, c'est-à-dire un gamin de 10 ans, Liam Sutter, petit garçon métis, hein, visiblement gentil comme tout, mais pas là du tout, marchant pieds nus dans la neige, se rendant chez un savant, Charlie Stoddard, se faisant ouvrir la porte évidemment, seulement Charlie, l'ouvrant à coups d'épluche légumes, puis à coups de couteau, puis à coups de hachoir, hein, l'ouvrant pour vomir dans son corps le fluide infectant qu'il a lui-même touché, mais il n'a pas vraiment le temps parce que arrive alors le jeune savant Vincent Rattray qui était invité à dîner ce soir-là. Donc vous voyez, il y a quand même des coïncidences, je dirais, énormes, hein. Mais Dan Anderson arrivant là-dessus, arrête le jeune Vincent en pensant que c'est lui l'assassin, parce que le père du gamin l'a récupéré entre-temps, et donc s'est taché du sang du gamin, c'est-à-dire du sang de Charlie Stoddard, en le ramenant à la maison. Alors, vous voyez, on est dans l'horreur la plus viscérale, c'est le cas de le dire, puisqu'évidemment, on va trouver le t-shirt taché de sang dans les affaires de Frank Sutter, le papa, on va croire que c'est lui, Dan arrive et l'arrête en lui cassant la figure parce que il faut savoir aussi que Frank est l'amant d'Elena, vous savez, la jeune espagnole tentante, hein, cette espèce de d'hostie sexuelle que tous les mâles rêvent de mettre dans leur lit. Et Dan, fou de rage et de jalousie, tabasse Frank, qui bien sûr n'est pas l'assassin, mais qui cache l'assassin, c'est-à-dire son fils de 10 ans. Alors, à Gore et demi, le chaman qui va arriver en saison 2, lui, va se castrer lui-même parce qu'il estime qu'un bon chaman, c'est quelqu'un de castré, ce qui peut se discuter, j'en sais rien. Et il va aussi arracher le cœur d'un barman dont il soupçonne à juste titre qu'il est aussi un assassin. Là encore, c'est complexe. Et il lui arrache le cœur parce qu'il est en train de fabriquer, on n'y songerait pas, mais oui, une sorte de fétiche qu'on appelle un tupilac. Et le tupilac, c'est une fabrique frankensteinienne de divers morceaux de corps, humain ou animal, ce qui nous vaut une scène d'anthologie d'arrachage de la colonne vertébrale d'un chien husky également par le chaman, qui va fabriquer ce gigantesque totem mi-humain, mi-animal, mi-tout ce que vous voudrez, devant lequel il va crucifier Dan Andresen, pas vraiment crucifié d'ailleurs, lui clouer simplement les mains, mais rassurons-nous, Dan sera sauvé avant de commettre lui-même des forfaits encore plus épouvantables. Donc, esprit et estomac sensible s'abstenir. Il arrive que devant l'outrance de certaines scènes, on soit, je l'avoue, saisi et déchiré entre l'horreur et la tentation un tout petit peu cynique de rire, parce que l'empilement des horreurs successives, des arrachages de cœur, des arrachages de colonne vertébrale, des ouvertures de corps et des décapitations, beaucoup de gens s'entêtent dans la saison 2, finit par nous donner un sentiment mitigé, à la fois, encore une fois, c'est le body horror hein, que l'on trouve dans de nombreuses séries, pardon, et moi je pense à Lovecraft Country. On ne peut pas ne pas y penser, mais en tout cas, qui arrive après, hein, mais en tout cas, notre esprit critique cartésien français, peut-être, nous amène aussi à un léger rictus, car tout ce qui est outrancier est insignifiant et de temps en temps, on ne peut pas ignorer l'aspect un petit peu quand même burlesque, macabre et grand guignolesque de notre fortitude.
Alors, on vous suit très bien, Isabelle, dans ce thriller. On va le voir vraiment très, très gore sur fond de banquise, sous fond de froid, de résurgence du passé. Alors, finalement, on ne voit que des familles disloquées. Vous l'avez dit, à travers certains personnages, on voit des errances affectives, voire sexuelles. Alors, finalement, cette micro-société là, proche de l'Arctique, elle est totalement en dérédiction. Alors, totalement, et d'autant plus que tous les couples sont traversés, lorsqu'il y en a, lorsqu'ils font couple, ils sont traversés par des biais adultères qui font des hommes des éternels bêtes sexuelles, si vous voulez, et des femmes, soit des épouses trompées et malheureuses. Alors, je ne vais pas discuter de la vision hétéronormée et patriarcale de notre Simon Donald, hein, mais il est clair que les hommes cherchent à tromper leurs épouses et que les épouses se lamentent sur cet état de fait, mais bien sûr qu'ils les trompent avec d'autres femmes. Donc ces femmes avec lesquelles ils trompent leurs épouses sont quand même un petit peu partie prenante de ces adultères récurrents, divers et nombreux. Et on peut voir par exemple que le mari de la gouverneure Hildur, qui s'appelle, lui, c'est Eric Odegaard, hein, la trompe avec sa meilleure amie, Trish Stoddard, qui se trouve être l'épouse, puis la veuve du fameux Charlie Stoddard, qui s'est fait proprement découper en morceaux par Liam Sutter, le petit garçon. Donc, vous voyez, trouver avec la meilleure amie, on peut dire c'est vraiment un cliché épouvantable venu du théâtre de boulevard. Oui, c'est vrai que ça ne brille peut-être pas par l'originalité. Alors, de la même façon, vous avez Frank Sutter lui-même, le père de Liam, qui trompe son épouse Julia avec, je l'ai dit, la magnifique et tentatrice Elena Ledesma, hein, la servante espagnole. Et c'est à cause de cet adultère que l'enfant se retrouve seul chez lui, alors qu'il était déjà malade, et qu'il saute par la fenêtre en caleçon pour aller tuer Charlie Stoddard. Autrement dit, les adultes ont la responsabilité en grande partie des catastrophes qui se passent, et Elena se sent coupable. Elle se sent coupable parce qu'au moment où Charlie Stoddard était attaqué sauvagement par le gamin, elle et Frank faisaient l'amour dans une remise adjacente. Et là aussi, on peut sourire un peu de ces corps dénudés dans une remise pas chauffée, visiblement. On se dit qu'ils ont vraiment très bonne circulation du sang. Donc, ces familles disloquées sont donc traversées par un biais adultère, je le disais, quasiment systématique, puisque un des personnages que j'ai appelé les pieds nickelés, qui cherche à vendre des morceaux de mammouth, qui s'appelle Jason Donnelly, trompe son épouse, vous allez me dire, est reconnue, avec une jeune scientifique présente aussi sur les lieux et qui s'appelle Nathalie Yelberton, qui est qui est très libre dans son comportement. Et quand on lui demande si elle a une affaire, vous savez, comme une histoire d'amour avec Jason, elle éclate de rire et elle dit mais absolument pas, mais seulement il fait froid et donc on se rapproche, on se réchauffe, ça n'a aucune importance, ça n'est pas grave. Mais évidemment, vu par l'épouse délaissée, les épouses délaissées, puisque nous en avons quand même pas moins de 3 ici, hein, sur une toute petite surface, eh bien, les épouses délaissées ne partagent pas du tout cet avis léger et hédoniste et sont généralement partagées entre la fureur et la détestation, ce qui peut se comprendre aussi. Alors, cette société en déréliction rejoint un petit peu ce que nous disions sur surface et profondeur. Tant que personne ne le sait, tout va bien. Mais à partir du moment où les masques tombent et où les enquêteurs se succèdent, puisque il faudra bien que le DCI Morton étant tué sur la banquise, il faudra que d'autres flics arrivent pour enquêter. D'ailleurs, il l'avait dit en mourant, il le dit à Dan Andresen, qui est enfin arrivé trop tard, il lui dit, vous savez très bien que d'autres flics vont venir. Et Dan le regarde en lui disant, mais je vais vous sauver, je vais vous sauver. Non, non, c'est trop tard, hein, il répond le détective anglais, Stanley Tucci.
et d'autres flics arrivent et Dan les tue parce qu'il ne peut plus lutter finalement contre ces crimes anciens qui vont se découvrir. Et le seul objet de passion de Dan Andriessen, c'est Elena. Elena qui refuse de coucher avec lui, visiblement, avec laquelle il n'a que des rapports de désir à la fois furieux et contenu, jusqu'à ce que, en saison 2, elle-même ayant été contaminée, a attaqué une petite fille, la fille du deuxième qui est Nicklé, et elle s'apprête à la tuer quand Dan arrive et lui tire dessus. Donc, autrement dit, il abat la femme qu'il aime le plus et le mieux, la femme qui a toujours été une hostie rayonnante à ses yeux, il n'a jamais osé vraiment la toucher, mais il en a toujours été fou amoureux, et à ce moment-là, dislocation suprême, euh, il va, elle va se sauver du laboratoire où on l'a mise pour servir de viande à expérience à une méchante docteure qui arrive en saison 2, la docteure Catherine, qui représente une firme pharmaceutique, parce que vous allez avoir tout l'aspect science, chamanisme, forfaiture politique. Il y a 3 opposants à saison 3. Hein. Vous avez le méchant Erling Monk, lui c'est politique. Vous avez l'horrible firme pharmaceutique Shentel, eux c'est trouver des cobayes pour trouver des nouveaux médicaments. Et vous avez les chamans, enfin les chamans, et en particulier Vladek Klimov, hein, venu de Russie, en train d'assassiner tout le monde pour fabriquer son tupilate. Donc vous le voyez, on est quand même dans une triple couche hein, d'opposants tous plus épouvantables les uns que les autres, qui contribuent encore à la dislocation générale de la société et des familles qui tenaient à peu près. Hein, ce n'est que père entraînant leur fille dans une errance sans but sur la banquise. Et ça, c'est la petite fille Carrie Morgan qui revient sauver, mais qui, accompagnant Elena, ne se rend pas compte qu'Elena tombe malade et va la tuer. Donc, vous voyez, c'est très noir. Et finalement, Dan, certes, arrive à sauver, sans trop le vouloir d'ailleurs, Elena de son lit de douleur où elle est pendant la saison 2. Mais à partir de ce moment-là, lui-même, contaminé, on ne sait pas trop s'il a réussi à se sauver lui-même et à surmonter le virus et donc à devenir quasiment immortel. C'est ce qui arrive quand on surmonte. Hein. Il, Elle se refuse toujours à lui et dans une étreinte furieuse, autant que bouleversante, il la broie dans ses bras. Hein, je ne peux pas dire autrement. Il la prend dans ses bras et lui dit cette phrase à la fois passionnée et inquiétante. Quand je t'ai vu, j'étais un homme mort, mais je suis vivant maintenant. Et il la serre tellement dans ses bras qu'il la brise, il la tue. Et c'est une scène, moi je l'ai pas comprise la première fois, pour vous dire que c'est à la fois c'est l'acmé, c'est vraiment si vous voulez c'est l'acmé vraiment de la série, cette étreinte broyeuse et adorante en même temps de cet homme qui, ne pouvant s'imposer à cette femme, eh bien, la tue, et puis il la rallonge sur le canapé et lui dit au revoir, à tout à l'heure, ma chérie. Là, je vais travailler, mais je reviens ce soir. Bon. Donc, vous le voyez, ces dislocations familiales, l'épouse de Michael Lennox, qui n'arrive qu'en saison 2, la fameuse Michelle Fairley hein, de Game of Thrones, hein, la Lady Kathleen de Game of Thrones, euh, se, euh, s'acoquinant, si on peut dire, avec le jeune chaman russe, qui devient l'homme dont elle croit qu'il va la sauver. On les voit dans les sources chaudes, avec des rapports non pas sexuels, mais d'un érotisme troublant. Elle ne fait plus confiance qu'à lui. Elle oublie ses 2 enfants. Elle se détourne de son mari. Enfin, donc, il y a vraiment une sorte de déréliction complète de la société à travers ce qui en faisait vraiment le trait dominant, c'est-à-dire une parfaite entente familiale et amicale. Et tout cela vole en éclats et je dirais même tombe en morceaux. Parce que lorsqu'une fille, je le disais tout à l'heure, ouvre le corps de sa mère à grands coups de fourchette,
on ne peut pas dire qu'ensuite les rapports vont être courtois et amicaux. Alors, je reviens un instant sur cette dislocation physiologique du docteur Allardyce, dû au virus qui infecte sa fille, qui va devoir donner corps à la scène la plus traumatique et la plus symbolique en même temps de toute la première série, la première saison, pardon. Je vous conseille vraiment la fin de cette saison 1, puisque le docteur Allardyce sert son savoir d'incubatrice à des milliers et des milliers de guêpes préhistoriques et que elle vit pour nourrir ces guêpes. Elle en est finalement le tissu nourricier et d'un seul coup, ces guêpes vont sortir d'elle, c'est-à-dire que la peau du docteur Allardyce va se transformer en un tissu de cloques généralisé. Chaque cloque va crever et va en sortir une énorme guêpe préhistorique prête à tuer tout le monde, hein. Et cette scène où cette femme maintenue en vie va vomir un geyser de guêpes dans sa chambre d'hôpital, bien sûr, où on l'a mise après l'agression terrible de sa fille, hein, mais sans savoir du tout ce qui se passait en elle, hein, eh bien, est un des images d'horreur je pense, les plus terribles que j'ai vues dans une série. Et si je puis me permettre, j'en ai vu. Donc, pendant ce temps-là, le jeune savant Vincent Ritchie était dans la chambre. Donc, il est immobile, voyant le tourbillon de guêpes s'approcher de lui. Heureusement, sa compagne scientifique Nathalie et le shérif Dan, qui arrive bien à ce moment-là, hein, eh bien, vont réussir à gazer les guêpes et lui va s'en sortir très blessé, très piqué, très amoindri, très brûlé, très gazé, tout ce que vous voulez, mais il s'en sort quand même et il va durer au moins jusqu'à la troisième saison. Donc, scène grandiose, hein, le geyser de guêpes sortant du corps du docteur Allardyce, dislocation intime et viscérale du corps de cette femme, accompagnant la dislocation générale et symbolique de la société de Fortitude. Nous sommes bien devant une série traumatogène, si vous voulez, et symboligène, c'est-à-dire les corps se défont, le corps social se défait, les anciennes solidarités explosent et la banquise glaciale violée par les désirs commerciaux et économiques des hommes libère tous ces poisons et se venge, hein, on va dire. Il y a une sorte d'hypothèse Gaïa absolument catastrophique. Voilà pourquoi on parle de cli-fi aussi, hein, de climatique fiction à propos de cette série. Ce qui lui convient bien, c'est aussi le nom de dark thriller, hein, les thrillers sombres, hein, exactement comparables, à mon avis, à Helix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, elle aussi arctique et horrifique, hein, si on peut dire, ou à Fringe, la série Fringe Science, hein, là aussi, c'est galant, si vous voulez, avec Twin Peaks comme élément de comparaison et comme référence cultivée, dûment cultivée par Simon Donald. Alors Isabelle, peut-être en toute dernière question avant de conclure sur cette excellente série pour les amateurs de gore, on l'a compris depuis le début. Vous parliez de thriller, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Alors finalement, est-ce que l'idée d'être comme ceci dans les terres de l'Arctique, on est face à un éco-thriller ou alors finalement c'est simplement un prétexte à des scènes chocs dans un cadre particulier? Alors, la question, elle se pose et elle est aveuglante, hein, comme la blancheur de la banquise, parce que, en fait, il y a une énorme présence des animaux. Et c'est bien le cimetière des mammouths dont un seul spécimen apparaît, mais qui est en fait en profondeur et
sur lequel va tomber plus ou moins un Russe. Alors, il y a une très très forte présence russe, assez amusante d'ailleurs, parce que c'est à la fois l'ennemi et l'homme du passé, enfin, on va le voir. Donc, cette éco-thriller, hein, cette climatique fiction, hein, s'accompagne aussi, je dirais, d'une construction sophistiquée au niveau non seulement d'une présence animale archaïque et renouvelée, car le cimetière enterré enfin englacé, si on peut dire, des mammouths préhistoriques est accompagné d'un véritable bestiaire, d'une exozoologie passionnante. Ce ne sont que huskies hurlant dans leur enclos, les personnages ont des chiens qui ont des noms parfois très littéraires. Hein. Le chien de Marcus, un futur gouverneur, s'appelle par exemple Pierre, comme Pierre Bezoukov de Guérépet, de Tolstoï. Enfin, c'est invraisemblable. Le tissu de références choc pour des scènes choc. Références chic pour scènes choc, a-t-on envie de dire. Et de la même façon, le poisson. Alors, vous avez une énorme rêverie autour du poisson des origines, le fameux lutefisk, qui est ce qu'on appelle le poisson soude, c'est-à-dire qu'on le fait sécher dans l'archipel de l'Arctique, on le fait sécher dans la lessive. Et le manger est une des épreuves qualifiantes qu'une épouse propose à son époux. On n'imagine pas du tout ce que cela peut donner. Et le flic britannique, d'ailleurs, enfin, qui est américain d'origine mais qui est devenu britannique, demande à en manger et il crache et vomit tout ce qu'il peut, hein, devant le regard amusé de Dan Andresson, le Norvégien, hein, le shérif norvégien qui lui en a vu d'autres. Donc, vous le voyez, les animaux nous racontent une autre histoire. Ce sont souvent les animaux des fables. La petite fille Carrie Morgan part avec son lapin blanc. C'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Hein. Bon, vous avez comme ça une multitude d'animaux qui dessine une autre histoire et qui nous dit que ce thriller est aussi un conte de méchantes fées, un conte noir. Alors, c'est si vrai que la présence forte qui s'entremêle au projet original de la série, une présence forte des références à la fois artistiques et j'ai parlé et fabuliques, si vous voulez. Hein. Tout cela vient s'emmêler, s'entremêler à nos scènes choc et se noue, se coud avec cet éco-thriller pour en faire aussi un monument de mémoire culturelle et sérielle. En effet, à un moment, je trouve ça très intriguant, on voit un film avec Jim Stewart, ami d'un grand lapin, d'un ami imaginaire, ayant comme ami imaginaire un grand lapin. C'est un film qui s'appelle Harvey et qui date de 1950. Et ce film Harvey revient, j'ai envie de dire, revient à épisode 1. Et on se dit, mais pourquoi Jim Stewart? Parce que tout simplement, il y a un Harvey Day qui est célébré par les habitants de Fortitude et pendant lequel on se déguise en gigantesque lapin. Alors, c'est pas tout à fait le lapin de Nougarenne, hein, c'est un grand lévrier qu'on appelle dans le folklore nordique le puka. Donc, ce puka qu'on va voir arriver, il y a un vieillard déguisé en lévrier qui se promène dans les rues, vision totalement surréaliste, a-t-on envie de dire, hein, dans des rues à moins 30, hein, je le répète quand même. Et quand je dis des rues, comprenez des coulées de neige et de glace. Hein. On est toujours en motoneige, enfin bon. Donc, cette présence d'un autre monde, le monde du cinéma américain, à travers Jim Stewart, mais aussi le monde d'une modernité abîmée. Que passe-t-on dans le diner qui s'appelle de Blue Fox d'ailleurs, où tout le monde va boire plus que de raison. Ils sont tous alcooliques là-dedans, tous alcooliques. Donc vous avez le diner du coin, hein, le renard bleu. Et que passe-t-on? Tainted Love, hein, le Tainted Love du groupe Soft Cell, c'est-à-dire amour abîmé. Tout est abîmé. Hein. Et quand on voit les filles se déhancher en buvant force canette de bière, parce qu'il y a deux fliquettes assez savoureuses, hein, Ingrid et Petra, qui assistent le shérif Dan Andresson, hein,
mais aussi Eric, le mari adultère de Hildur. Et tout cela forme une société constamment en ébullition hormonale, si je puis dire, tout le monde ayant un peu envie de l'autre. Hein. Et cela donne une sorte d'ébullition permanente que, bien sûr, le froid arctique se met sous cloche d'une certaine façon. Hein. Et tout cela explose par geysers pulsionnels, exactement dans les scènes chocs que j'ai évoquées, exactement comme le virus préhistorique contenu dans la carcasse de mammouth va jaillir lors du dégel, hein, de la décongélation de cette carcasse négligemment mise dans une remise hein, euh, et couverte d'une bâche ajourée. Donc, on le voit, le cœur du mal est là et contamine au sens le plus littéral du terme. On voit les liquides infects qui se dégagent de la décomposition de cette carcasse couler directement dans une bouche d'égout. Donc, cela dit bien que Fortitude est en train de se miner de l'intérieur et de sombrer dans l'empoisonnement, encore une fois réel et constaté et physiologique de la carcasse décomposée, mais aussi de l'abandon des solidarités et surtout, surtout, du souvenir du passé. Et c'est là où je voudrais en venir en dernier point, parce que peut-être que nous allons devoir nous éloigner de Fortitude. Hein. Eh bien, on voit un vieux film sur des bobines, hein, datant visiblement de 1942. La chose s'était déjà passée. Il y avait déjà eu des massacres dans un village sami, dans la province russe de Vukovejina, et ces massacres avaient été perpétrés par une sorte de surhomme devenu fou, devenu cannibale, devenu un assassin compulsif, sorte de serial killer de la banquise, parce que lui-même avait été infecté lors d'un été 1942, le plus chaud que la région ait jamais connu. Donc dégel, donc fluide, donc contamination, donc folie meurtrière. Et cet incident avait été filmé par visiblement un savant qui fait parvenir à Hildur les bobines anciennes. Donc vous avez un film russe et vous avez un film américain. Le film américain de Jim Stewart pour dire La vie est belle, Capra, Coster, etc. Et vous avez le vieux passé qui ne passe pas, la présence russe obsédante, et par les incidents mortels de 1942, et par la présence du chaman Vladek, hein, lequel, encore une fois, croit-il aider les gens à mourir, les tue, les décapite, les castre, leur arrache le cœur, enfin, vous voyez, des choses extrêmement sympathiques. Donc, les mondes s'entrechoquent, les monstres du sous-sol remontent à la surface et contaminent la mince pellicule de civilisation et de bonheur, disons-le, qui régnait. Et lorsque se termine Fortitude, la troisième saison ne fait que 4 épisodes. C'est très curieux d'ailleurs. On dirait plutôt, on va dire, un long métrage qu'une saison, mais peu importe. Et lorsque s'achève le quatrième épisode de la saison 3, c'est Dan qui se meurt, à son tour attaqué et assassiné par Nathalie Yelverton, elle-même contaminée, et qui, dans ses rêves d'agonie, est attaché à son tour au pylône auquel il avait attaché le violeur, hein, Billy Pettigrew, et voit revenir le fantôme d'Hildur, qu'il aimait aussi, hein, et le fantôme de Henry Teason, dont il ne sait pas que c'est son père, mais qui vient simplement lui dire « Désormais, tu vas marcher au pays des morts ». N'avons-nous jamais assisté à autre chose que le rêve d'agonie du shérif d'Andresson? On en arrive maintenant, Isabelle, au bout de cette émission vraiment très sanglante, très gore, comme on les aime aussi. Hein. Je pense que vous aussi, vous avez pris un réel plaisir à nous la présenter. Alors peut-être en Oui. conclusion très rapide, que doivent retenir nos auditeurs sur la série Fortitude? Alors que c'est une série méconnue, qu'il faut tout faire pour la voir, ne serait-ce que pour le générique. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas beaucoup, c'est 1 minute. Oui, mais le générique prenant vous entraînera forcément plus loin, et que l'interrogation très écologique, très contemporaine
sur la fonte des glaces et le malheur qui frappe la faune de l'Arctique et qui prend ici des figures tout à fait concrètes. Hein, le degré de mercure dans les phoques que mangent les ours contamine les ours qui du coup en deviennent cannibales et fous et ils sortent de leur état naturel pour devenir des monstres hermaphrodites, hein, d'où l'avortement de certaines espèces constantes parce que l'hermaphrodisme se développe dans les fœtus. Vous voyez, on est quand même aussi dans de la science, hein, peut-être pas fringe, mais en tout cas de la science contemporaine et actuelle, et en même temps une histoire d'amour incroyable, l'histoire de Dan Andresen, le shérif amoureux de la belle espagnole qui jamais ne l'aimera, et de cet amour fou et impossible naît la cascade des horreurs et des erreurs auxquelles nous assistons, sidérés et séduits. Merci beaucoup Isabelle Casta. Je rappelle, vous êtes professeur Merci. émérite à l'Université d'Artois. Hein. Vous êtes spécialiste de l'étude des séries. Vous travaillez sur de nombreuses séries et on peut vous lire dans de nombreuses revues et magazines. Vous retrouvez votre bibliographie sur notre site internet histoireensérie.com et puis vous avez fourni une bibliographie indicative pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. Allez la consulter sur notre site. Vraiment, merci beaucoup Isabelle. On a C'est pris moi plaisir. qui vous remercie, Nicolas. C'est toujours un grand plaisir à vous voir et puis à vous avoir en tout cas au micro. Et puis c'est vrai qu'on a pris plaisir à aller vers l'Arctique qui nous réserve toujours de très bonnes surprises, même si parfois ces séries, vous l'avez dit, sont relativement méconnues. Et là, je pense que vous avez donné envie aux auditeurs en tout cas d'aller regarder cette série. Merci Isabelle et à bientôt. Merci à vous. À bientôt, Charles. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel lashes to clean. Such a beautiful planet populated by a stranger.